Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur Eden TV. Au sommaire, les travaux de présentation des projets de budget exercice 2019 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale se poursuivent. Vous suivrez dans cette édition d'information deux ministres, à savoir celui de l'énergie Donald Jean-Claude Oussou et celui des Affaires étrangères. À suivre, toujours dans cette édition d'information, à Tangbo-Diavier, dans la commune de Zé, la majorité des routes sont dégradées, difficiles pour les usagers de la circulation d'y prendre part. Toujours dans la suite de cette édition, nous irons sur le continent européen. La chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique. Les 1001 délégués de la CDU, dont un tiers des femmes, doivent élire ce jour le nouveau président, cet après-midi plus précisément. Bienvenue à nouveau et encore une fois, merci de nous rallier. Le ministère de l'Énergie que dirige Donald Jean-Claude Oussou dispose pour 2019, je vous en parlais au sommaire, d'une prévision budgétaire de l'ordre de 53 milliards 500 millions de francs CFA, un projet de budget en baisse, mais qui servira à des réalisations importantes en vue de satisfaire les Béninois en matière de fourniture conséquente d'énergie électrique. Plusieurs projets sont initiés, nous explique ici le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Donald Oussou. Une valeur de 53 milliards environ pour le budget 2019, comparé donc au budget 2018 qui a baissé légèrement de 4,5%. À travers ce budget, la volonté du gouvernement a été exprimée dans le sens du renforcement des axes prioritaires qui ont été mis en place dès 2016. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de l'énergie est aujourd'hui un secteur prioritaire dans le cadre du plan d'action du gouvernement et pour lequel le gouvernement a décidé depuis 2016, à travers le plan de redressement du secteur de l'énergie, a décidé donc d'accorder près de 10% de projets phares à ce secteur pour près de 760 milliards de nos francs, avec 4 axes clés en termes de projets phares. Premièrement, c'est augmentation des capacités. Vous n'êtes pas sans savoir également que le Bénin était structurellement déficitaire en matière d'énergie puisque plus de 90% de notre énergie était importée. Le gouvernement a décidé donc de changer ce paradigme de manière volontariste à lancer des projets de construction de moyens de production, dont la centrale de 120 MW à Maria-Gleta qui est avancée à plus de 75% de réalisation physique aujourd'hui pour près de 85% de réalisation financière. Quand on regarde le planning de la construction de cette centrale, nous sommes aujourd'hui sûrs qu'au premier semestre 2019, on va pouvoir inaugurer cette centrale et sortir ses premiers mégawattheures. Dans le même temps, il y a la clôture financière d'une deuxième centrale 120 MW qui est en cours et qui verra donc le démarrage de sa construction au plus tard au deuxième semestre 2019. Adossé à ça, une autre centrale de 25 MW qui va porter à l'horizon 2020-2021, quand j'associe les réhabilitations que le gouvernement a décidé et réalisées et qui sont effectivement opérationnelles aujourd'hui à Porte-Novo, à Parakou et à Natitingou, à près de 350 MW en thermique. Mais le gouvernement ne s'est pas contenté de ça, puisqu'il a décidé d'avoir un mix énergétique responsable, ce qui suppose à côté du thermique, aller aussi sur de l'énergie renouvelable. C'est d'ailleurs le deuxième projet phare du gouvernement.
De Porto Novo, revenons maintenant à Tangbo-Diavié, dans la commune de Zé, où la plupart des routes sont bien dégradées, difficiles pour les citoyens et usagers d'y circuler paisiblement. Face à cette difficulté, eh bien, les citoyens ont décidé de se prendre en charge, de prendre leurs responsabilités. Pour vous en convaincre, eh bien, je vous invite à suivre ce reportage. La voie sur laquelle nous sommes là, ça dessert 3 villages, Titaga, Avlessa et Wizé. Nous sommes à Tangbo-Diavié, dans la commune de Zé où la plupart des voies sont presque impraticables, surtout en saison pluvieuse. Sur le tronçon qui mène au village Wizé, les trous sont remblayés par des branches d'arbres. Les villageois circulent difficilement. Vraiment, les difficultés sont énormes. La voie était une voie qui était plus ou moins praticable. Mais avec les charges des véhicules qui transportent Darana, la voie est devenue impraticable. Dans un premier temps, les habitants ont trouvé des solutions de fortune pour pallier les difficultés qu'engendre l'état défectueux de cette voie. Là, à la période des votes pour passer, nous les jeunes, nous sommes entendus par le biais de certains donateurs, on a arrangé un peu la voie. Ces mesures, ils les croyaient temporaires, car les promesses électorales ont fait croire aux riverains qu'après les élections, que cette voie serait réparée. Les autorités nous ont promis pendant les élections électorales qu'ils allaient nous aider à confectionner ou bien à remblayer un peu la voie. Mais après les promesses des candidats, depuis ce temps, on espère toujours, mais rien n'est fait. Mais on leur dit, essayez de demander à qui de droit pour qu'on puisse nous aider à confectionner ou bien à réparer un peu la voie, pour qu'on puisse se sentir à l'aise en circulant. Mais c'est comme si c'est de l'eau jetée sur le dos du canard. Entre-temps, les voies se sont dégradées à nouveau. En l'absence de mesures concrètes et désormais conscients que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, les habitants de Zé se sont unis pour trouver des solutions à leurs ennuis. Ils construisent des caniveaux de fortune pour l'évacuation des eaux de pluie et avec le sable, bouchent les trous. D'autres habitants attendent cependant que la parole donnée par les politiques soit respectée. Nos autorités politiques, la promesse qu'ils nous ont faite lors des campagnes, jusque-là on attend. On attend comme leur mandat n'est pas encore terminé. Au chapitre diplomatie, nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. Sur l'invitation du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon, eh bien, la présidente de la République d'Estonie a effectué du 4 au 6 décembre dernier une visite officielle au Bénin. Les deux présidents, sinon les deux parties, ont convenu d'imprimer un nouveau rythme à la coopération bilatérale à travers différents domaines, à savoir les domaines technologiques, scientifiques et culturels, et de promouvoir les échanges économiques et commerciaux. Aussi, il sera favorisé. Aussi, justement, l'implantation des sociétés estoniennes au Bénin seront favorisées. Différents projets ont été révélés, au cours d'une conférence de presse entre les deux chefs d'État. Je vous invite ici à suivre un extrait de cette conférence de presse. En fait, cette fois déjà, on a une entreprise nommée Kybernetica qui va signer un contrat ici. Il y a deux autres qui n'attendent qu'un accord de votre ministère des Finances pour signer le contrat de coopération dans votre pays, de développer le numérique aussi. Mais ce n'est pas seulement le numérique entreprise, même si c'est assez important. En fait, on est là dans la région aussi, dans MINUSMA, par exemple. Vous êtes dans MINUSMA de l'ONU, l'Estonie est dans MINUSMA. Maintenant, on est aussi avec les Français dans l'opération Barkhane en Mali. Donc, notre présence ici peut démontrer peut-être la responsabilité de tous les membres de nos organisations multilatérales. Je ne parle pas seulement de l'ONU, mais aussi de l'UE. Là, dans ces régions, on représente toujours une présence de l'UE. Quand je viens ici, l'ambassadeur de l'UE, parce que l'Estonie n'a pas beaucoup de sa représentation diplomatique dans tout le monde. Donc on travaille avec notre partenaire, comme vous travaillez avec les pays des régions. Vous avez une agence commune, un espace économique plutôt commun dans ces régions, et on l'a en Europe. Donc nous sommes des pays qui ne sont pas si grands, mais nous représentons un espace bien plus grand dans ce monde globalisé que c'était peut-être il y a 20 ans ou 30 ans.
Au Bénin, nous avons dit que le développement rapide passe forcément par la dématérialisation. L'efficacité de l'administration passe par là. L'efficacité, la sécurité des échanges passe par là. Les services en ligne sont les plus efficaces, tout le monde le sait, plus rapides. On ne peut pas avoir une telle ambition et ne pas se donner les moyens d'y parvenir. Alors nous avons regardé, nous avons dit quels sont les pays à taille convenable, capable de répondre à nos besoins d'expertise de coopération. Et c'est ainsi que nous avons vu que l'Estonie nous offrait cette opportunité. Et le Bénin a un grand intérêt à développer avec l'Estonie une coopération active, dynamique, susceptible de nous profiter sérieusement. Nous avons trouvé auprès des autorités estoniennes cette disponibilité à nous accompagner, de sorte qu'en moins de 2 ans, nos pays ont échangé beaucoup de missions. Le sous-secrétaire d'État des Affaires étrangères de l'Estonie est venu ici moins d'1 an après ma visite en Estonie, c'est-à-dire en avril 2017, avec une forte délégation pour apprécier l'environnement local et voir qu'est-ce que l'Estonie peut nous apporter dans le domaine de la gouvernance numérique. Nous avons envoyé des missions là-bas entre-temps. Le patron de l'Académie de la gouvernance numérique est venu ici au Bénin et tout récemment, le ministre de l'économie numérique du Bénin est allé en Estonie. Donc, il y a déjà une coopération assez dynamique qui est en place. Et les accords que nous signons ces jours-ci consacrent bien cette dynamique à notre satisfaction. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue de la Santé ont procédé au lancement officiel des travaux du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie SOAP dans la matinée de ce jeudi 6 décembre 2018. Cette rencontre scientifique prend fin ce vendredi 7 décembre et a connu la participation de plusieurs universitaires et acteurs de la santé venus de différents pays d'Afrique. En voici le reportage. Plus de 250 chercheurs, scientifiques et acteurs de la santé venus de différents pays de l'Afrique participent aux travaux du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie. Ces travaux se tiennent du 5 au 7 décembre 2018 au Bénin. Un rendez-vous scientifique qui permettra aux acteurs, d'une part, d'aborder des thématiques comme l'épidémiologie, le diagnostic et traitement des mycoses, et d'autre part, d'approfondir des réflexions sur les défis et perspectives des parasitoses. Tout en souhaitant la bienvenue aux participants, la présidente de la Société africaine de parasitologie, Dorothée Akoko-Kinde-Gaza, et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent la Société africaine de parasitologie comme un puissant outil scientifique pour la promotion de la recherche. La recherche contribue à mieux connaître l'état de santé de la population et à identifier les facteurs de risque qui accroissent la vulnérabilité de groupes humains à différentes maladies afin de les prévenir. Elle vise une meilleure compréhension des déterminants de la santé, déterminants génétiques, environnementaux, sociaux, comportementaux liés au système de santé. L'Organisation mondiale de la santé encourage le développement et l'utilisation rapide d'outils innovants pour la lutte et la prise en charge, diagnostic, traitement, outils et stratégies pour des interventions de santé publique, ce qui est en cohérence avec les objectifs de vos assises que sont encourager les recherches fondamentales et appliquées en parasitologie, promouvoir l'application des résultats des recherches en parasitologie au développement économique et social. Pour le ministre de la Santé, la recherche scientifique est un pilier pour le développement du secteur de la santé. La place que doit occuper la recherche dans nos pays et nos systèmes sanitaires n'est plus à démontrer. Et elle contribue de fait à mieux connaître l'état de santé de la population et à identifier les facteurs de risque qui accroissent la vulnérabilité des groupes humains à différentes maladies afin de les prévenir. La recherche est un des piliers fondamentaux du système de santé. Et le mariage entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la santé se concrétise à travers l'organisation de pareilles rencontres scientifiques.
Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et représentante du gouvernement, confirme que les travaux du dit congrès adhèrent aux objectifs du 3e pilier du programme d'action du gouvernement. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement et le président Patrice Talon sont conscients du rôle de la recherche dans tous les domaines de la vie et notamment dans le domaine de la santé. C'est la raison pour laquelle mon sous-secteur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'attelle à mettre en place le cadre institutionnel de la recherche, à savoir l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Rappelons que la République du Bénin est membre fondateur de la Société africaine de parasitologie à travers la Société béninoise de parasitologie, mycologie. Dans un tout autre chapitre, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, a organisé ce mercredi 5 décembre 2018 une conférence de presse au siège de la dite institution. L'objectif de ce rendez-vous avec les médias est de présenter aux journalistes les différentes activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la corruption le lundi 10 décembre. Plus de précisions dans ce reportage signé Samson Oké, Romaric Devoshi. Une jeunesse engagée dans la lutte contre la corruption au Bénin. C'est le thème sur lequel portera la 13e édition de la Journée nationale de la lutte contre la corruption célébrée chaque 8 décembre. Et c'est pour annoncer les couleurs de cette célébration édition 2018 que l'Autorité nationale de la lutte contre la corruption a convié les hommes des médias à une conférence de presse ce mercredi 5 décembre 2018 au siège de l'institution à Cotonou. Selon les tests, c'est le lundi 10 décembre que nous allons coupler et la journée nationale de lutte contre la corruption du Bénin et la journée internationale de lutte contre la corruption du Bénin. Il y aura le lundi prochain, 10 décembre, 2 communications sur les activités de la journée. Les communications auront pour thème les méfaits de la corruption sur la jeunesse et les initiatives de jeunes en matière de lutte contre la corruption au Bénin. La deuxième communication aura pour thème les stratégies efficaces de lutte contre la corruption mises en œuvre par les jeunes dans certains pays du continent africain. Celui qui animera également cette conférence n'est pas moins jeune et vous aurez l'occasion de le constater lundi prochain. Puis après, la parole sera donnée à toute l'assistance. La corruption, un phénomène dont les effets touchent toutes les couches socio-professionnelles, notamment la jeunesse, avec pour conséquence l'accès limité aux opportunités politiques, économiques et sociales, aux services publics et le chômage. C'est pourquoi l'objectif global de cette célébration édition 2018, selon Jean-Baptiste Elias, est d'engager durablement les jeunes dans la lutte contre la corruption pour un recul définitif de ce fléau au Bénin. Cette année, la jeunesse est impliquée dans l'organisation de cette journée. Pour vous qui serez là, j'espère que vous y serez, vous trouverez beaucoup de jeunes qui vont s'engager aux côtés de leurs aînés à lutter efficacement contre la corruption, que ce soit au niveau des universités, publiques et privées, au niveau de la société civile, au niveau de tous les compartiments où la jeunesse travaille. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire co-parrainer, de faire co-présider les cérémonies de cette année par le ministre en charge de la jeunesse, avec nous-mêmes, pour que nous puissions réfléchir sur ce qu'il faut faire pour aller de l'avant dans cette lutte.
La journée nationale de la lutte contre la corruption a été instituée au Bénin par le décret numéro 2006-773 du 31 décembre 2006 et se célèbre tous les 8 décembre. Le 8 décembre de cette année 2018 n'étant pas une journée ouvrable, les manifestations officielles de cette 13e édition ont été reportées au lundi 10 décembre 2018 à Cotonou. À suivre, le monde syndical béninois pleure la disparition d'un de ses vaillants combattants. Vous le savez, il s'agit de l'ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CSTB. Son décès remonte au 30 novembre 2018. Que retenir de l'homme et de son parcours? Suivons quelques témoignages de certains de ses camarades de lutte ici. Quand le syndicat se créait, la Confédération se créait en 1982, il était déjà dans le combat. Je rappelle aussi qu'il était secrétaire général du SINAPES, syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire, parce que lui-même est professeur de physique-chimie. Et un certain nombre d'acquis. Je prends pêle-mêle le droit de grève. Azoa a beaucoup lutté. Vous entendez parler aussi de la loi, d'une loi qui avait été initiée, la loi sur l'avancement au mérite, que le gouvernement de Kérékou voulait instituer dans le temps pour se donner le droit donc de frapper les opposants politiques, les responsables syndicaux qu'on n'arrive pas à réduire, et même qui pouvait permettre aux responsables de l'administration de pouvoir gratifier leurs amis religieux et sanctionner d'autres. Nous avons combattu cela sous la direction de Gaston Azoa. Il a participé d'abord à la revalorisation du point indiciaire, à la lutte pour la revalorisation du point indiciaire qui permettait d'augmenter le salaire, à la lutte pour l'augmentation du SMIC et à la lutte pour la conquête des libertés de façon générale. La meilleure manière pour les travailleurs béninois, pour la jeunesse, de l'honorer, de lui rendre hommage, c'est de s'engager à poursuivre résolument la lutte. Je dirais que Gaston Kassago Azoa est un véritable syndicaliste. C'est un baobab syndical. Je ne le dis pas, je le précise toujours, je ne le dis pas parce qu'il est mort. Je ne fais pas un témoignage à titre posthume, non. Mais je le dis parce que j'ai vécu ça. Donc, je ne fais pas hommage à quelqu'un qui est mort parce que, non, pour faire plaisir à un cadavre, non. Je dis, j'ai vécu avec Gaston Azoa. J'ai vécu avec Gaston Azoa, même en dehors de sa structure partisane. Alors, non, il est parti. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a repris. Nous ne pouvons que souhaiter qu'il l'accueille dans son royaume céleste. Il est normal que les travailleurs prennent exemple sur son combat, parce que c'est un homme téméraire, courageux, très téméraire, très courageux. Et cela a permis d'avoir beaucoup de résultats positifs dans la vie des travailleurs. L'actualité hors du Bénin, une page se tourne en Allemagne. J'éprouve la reconnaissance d'avoir été présidente jusqu'en 2018, pendant 18 ans devrais-je dire, a déclaré Angela Merkel jeudi 6 décembre à l'ouverture du congrès de l'Union chrétienne démocrate qui se tient jusqu'au samedi à Hambourg. À 64 ans, celle qui dirige depuis 13 ans la première économie européenne tient néanmoins à aller jusqu'au bout de son mandat de chancelière, soit jusqu'en 2021. C'est une très très longue période et bien sûr la CDU a connu des hauts et des bas, a convenu la chancelière, autrement affectueusement appelée Mouti,
Autre thème qui ne signifie rien d'autre que maman par l'opinion, eh bien, elle a été contrainte fin octobre de renoncer à se représenter à la tête du parti après 2 élections régionales très décevantes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision. Prenez surtout du plaisir à suivre nos programmes.